Et le premier invité d'Un œil sur le monde, c'est donc Thomas Gomard, le directeur de l'Institut français des relations internationales, auteur également des ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. Et autant vous dire évidemment qu'on est au cœur de l'actualité. On se demande vraiment ce que préparent les grandes puissances et ça nous inquiète forcément un petit peu, toutes ces crises et ces guerres, notamment la guerre d'Ukraine, où les choses ont évolué depuis une dizaine de jours maintenant avec la vraie fausse contre-offensive. On ne sait pas encore trop si on doit l'appeler comme ça ou pas. Et ben justement, écoutez l'avis d'un des principaux conseillers du président ukrainien, c'est Mikhailo Podolyak. Sa réponse quand on lui demande de commenter l'avancée de cette fameuse contre-offensive. Формування поля боя сьогодні йде виключно Збройними силами України. І щодо, як я собі бачу цей етап війни, йде тестування всієї лінії оборони, а вона величезна. Росія сконцентрувала все, що тільки може там сконцентрувати, і сьогодні спробує втриматись, тому що розуміє, що як тільки десь буде прорвано, в тому чи іншому... Bon alors un petit problème évidemment de traduction ici, mais en gros Mikhailo Podolyak, il va à la télévision pour dire quoi? Pour dire que la contre-offensive, en réalité, elle n'a pas commencé. Dans cette intervention, il explique que l'Ukraine est en train d'occuper l'ensemble du front, mais est dans une phase de test. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'on est un peu à contre-courant de ce qu'on entend, y compris côté ukrainien depuis une dizaine de jours. On a l'impression, sur la forme, que l'Ukraine change de discours. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non, je ne pense pas. Si vous voulez, je pense qu'on a une vision très linéaire des choses et qu'en réalité, cette contre-offensive a probablement commencé il y a déjà quelques semaines, Ouais. Avec notamment des opérations en territoire russe, et que on a l'impression comme ça que il y aurait eu un coup de sifflet, l'attente de résultats immédiats, sauf que ça se passe pas comme ça parce qu'effectivement le front est long de 1300 km et que c'est une offensive de cette nature traduit surtout le fait que l'armée ukrainienne reprend l'initiative. C'est ça l'élément important. Ouais, ouais. C'est-à-dire que on est dans une situation où la Russie est maintenant encalaminée d'une certaine manière, les troupes russes sont encalaminées dans une posture défensive et c'est l'Ukraine qui, reprenant l'initiative, va essayer d'imposer son rythme et de produire des effets systémiques. Donc c'est pas tellement une question de savoir si c'est tel ou tel village ou telle ville qui a été reprise, c'est beaucoup plus la génération d'effets qui doivent être systémiques sur l'ensemble du dispositif russe. Et c'est pas une question qui peut se trancher, sauf exception historique, dirais-je, en quelques jours. Je rappelle par exemple, si vous voulez, si on se souvient de la campagne du Kosovo en 1999, eh bien, les effets systémiques ont été produits après 78 jours de bombardements intensifs. Juste pour donner un ordre de grandeur pour analyser les opérations en cours. Écoutez Mikhailo Podolyak, traduit cette fois, on l'espère en tout cas. Формування поля боя сьогодні йде виключно Збройними силами України. Le champ de bataille est aujourd'hui exclusivement occupé par les forces armées ukrainiennes. C'est le moment de la guerre où toute la ligne de défense est testée et cette ligne de défense est gigantesque. La Russie a concentré tout ce qu'elle pouvait ici et essaye aujourd'hui de tenir. Parce qu'ils savent que si une brèche se fait dans une direction ou dans une autre, ou partout en même temps, alors tout se finira comme dans la région de Kharkiv. C'est cette percée qui amènera à la contre-attaque, comme ils disent. Веде вже до обвального руху, як вони кажуть, від'ємного наступу. Voilà, ce que vous nous dites au fond, c'est que cette guerre et la guerre en général, c'est une question de dynamique. Et ici, les Ukrainiens tentent de relancer une dynamique, d'abord peut-être un peu lente, et qui peut s'accélérer, mais à tout moment. Il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a le cadre chronologique que l'on choisit de prendre pour analyser les opérations en cours. Le cadre chronologique, moi je rappelle souvent que c'est 2014 le début, Ouais. d'accord, et que donc on a des phases d'escalade, c'est-à-dire de surenchérissement, notamment de côté russe, avec par exemple la mobilisation du mois de septembre. Je ne vais pas refaire toute la chronologie, mais ça montre, si vous voulez, qu'il faut replacer ce qui se passe dans un contexte plus large. Ça, c'est pour le passé. Et dans les perspectives à venir, il y a à mon avis 3 dates importantes pour comprendre ce que les Ukrainiens sont en train de faire. La première, c'est dans quelques semaines, mi-juillet, le sommet de Vilnius de l'OTAN, parce que c'est important pour les Ukrainiens d'obtenir des gains territoriaux dans la perspective de ce sommet. Ensuite, vous avez au mois de septembre l'Assemblée générale des Nations Unies qui va être un moment très important parce que vous allez avoir des pays, notamment des pays du Sud, qui vont probablement pousser
pour dire que cette guerre, à leurs yeux, doit être conclue rapidement. Et puis, évidemment, l'horizon de temps que les Ukrainiens ont en tête, mais pas seulement les Ukrainiens, les Russes aussi, ce sont les élections américaines fin 2024, parce qu'il y a là une question assez fondamentale sur l'éventuel changement de pied. Je dis bien éventuel, parce que même si c'est un candidat républicain qui était élu, qui pourrait résulter de ces élections. Alors c'est très important ce que vous nous dites, très intéressant. Les choses sont jalonnées par ces 3 étapes. On va les prendre justement les unes après les autres, en commençant par l'OTAN, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui même, il y avait une réunion à Bruxelles, et on écoute le secrétaire général Jens Stoltenberg. Ukraine has launched a counter-offensive. What we see. L'Ukraine a lancé une contre-offensive. Nous assistons à des combats acharnés. Il est encore tôt, mais nous voyons aussi que les Ukrainiens font des progrès et que l'Ukraine est capable de libérer les territoires occupés. Cela est dû au courage, à la bravoure et aux compétences des soldats ukrainiens. Mais cela montre aussi que le soutien que les alliés de l'OTAN apportent à l'Ukraine depuis de très nombreux mois fait la différence sur le champ de bataille en ce moment même. Voilà, c'est pas évidemment complètement par hasard qu'il dit ça, parce que on voit bien depuis une dizaine de jours, sur le plan médiatique, sur le plan de la communication, il y a un peu de flottement. Lui, il vient pour réaffirmer que les armements occidentaux, oui, font une différence. Derrière ce message et cette apparence d'unité, ça frotte un peu derrière à l'OTAN. On demande des gages aux Ukrainiens ou pas? Non, je ne pense pas que ça frotte dans le soutien apporté aux Ukrainiens. Il y a une question récurrente sur jusqu'à quand, au fond, les stocks peuvent être utilisés, mais il n'y a pas de discussion de nature politique à ce stade. Ouais. L'OTAN, par ailleurs, s'est livré à un grand exercice aérien cette semaine, est très présent et repousse dans l'Atlantique Nord et en Baltique la présence de la Russie. C'est-à-dire que ça met une pression sur la Russie dans le cadre, à mon avis, d'un soutien indirect. Je vais revenir sur le mot indirect, qui me semble très important à l'Ukraine. Pourquoi j'utilise le mot indirect? C'est qu'en fait, il faut, à mon avis, bien comprendre qu'on n'est pas dans une symétrie politique. L'OTAN n'a pas déclaré la guerre à la Russie. L'OTAN, les pays de l'OTAN d'ailleurs, les pays de l'OTAN apportent leur soutien à un pays en situation de légitime défense qui est l'Ukraine, agressée par la Russie. En revanche, de plus en plus dans le discours russe, le sujet n'est plus simplement l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais la guerre que le Kremlin livre désormais contre l'Occident collectif. Autrement dit, il faut bien comprendre que la posture des pays de l'OTAN, c'est le soutien un pays, l'Ukraine, en situation de légitime défense. C'est pas une guerre contre la Russie. Sinon, l'OTAN s'y prendrait très différemment. Il y a la question des fameux F-16 qui vont arriver un jour ou l'autre, mais ce sera dans plusieurs mois maintenant. On a l'impression quand même que cet appui aérien, il manque beaucoup aujourd'hui aux Ukrainiens. Les pays de l'OTAN ont mis un petit peu de temps à se laisser convaincre, et puis les verrous ont sauté, les fameuses lignes rouges ont sauté les unes après les autres. L'Occident s'est réveillé trop tard. Ce soutien aérien des F-16 et même peut-être des F-18 bientôt, il aurait pu être déterminant dans cette contre-offensive ou pas? Oui, c'est très difficile d'en juger. Je crois qu'il faut quand même rappeler à vos téléspectateurs que ce ne sont pas des systèmes d'armes qui s'utilisent sur un claquement de doigts. C'est que même si la décision politique avait été prise plus tôt, il y a une phase de formation et puis il y a surtout une phase de comment ces systèmes d'armes donnés sont ensuite utilisés. Parce que précisément, le soutien apporté par les pays de l'OTAN a pour finalité que ces armes ne soient pas engagées contre le territoire russe. Bon. Et ça, c'est quand même une volonté des pays qui soutiennent l'Ukraine de cantonner le conflit au territoire ukrainien. Donc évidemment, il y a l'analyse qui consiste à dire il eût fallu donner beaucoup plus d'armes beaucoup plus tôt. Mais très franchement, en février 2022, qui était en mesure de décrire la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? À peu près personne en réalité. Parce que la guerre, c'est justement quelque chose qui n'est pas linéaire, qui est fait de ruptures, de rebondissements et surtout qui est entouré, pour paraphraser
phrasé Clausewitz, d'un brouillard qui rend l'analyse toujours très, très difficile. Donc sur on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire plus, je pense que ce sont des propos un peu rapides, compte tenu de la difficulté de prendre à la fois de décisions politiques et ensuite de les mettre en œuvre militairement. Le fameux brouillard de la guerre qui s'est à nouveau levé, évidemment, depuis une dizaine de jours, et le vrai faux lancement de cette contre-offensive. Parmi les 3 jalons dont vous nous avez parlé, il y a donc le sommet de l'OTAN, il y a également les élections américaines. Et c'est vrai qu'on a l'impression, on se pose la question en tout cas, que peut-être Vladimir Poutine, sa stratégie, c'est de tenir en défensive jusqu'à l'élection éventuelle de Donald Trump, puisqu'on sait ce qu'a dit Donald Trump. Il a encore répété quelques heures avant son procès cette semaine. Lui se targue de pouvoir régler ce conflit en 24 heures. Voilà ce qu'il a dit sur son réseau social. Alors, on rappelle le contexte, c'est juste avant son procès, donc il parle du procureur spécial, mais il dit surtout, en plus de rendre l'Amérique à nouveau dominante et de mettre immédiatement fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je nommerai, etc., etc. Ça, évidemment, c'est la grande crainte des Ukrainiens, une victoire de Donald Trump. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur et est-ce que vous pensez que c'est effectivement le pari de Vladimir Poutine ? C'est très certainement le pari de Vladimir Poutine. Faut jamais oublier que l'humiliation suprême de la diplomatie américaine a été le sommet d'Helsinki en juillet 2018, lorsque Donald Trump a donné raison au président russe contre l'avis de ses services de renseignement en particulier. Et que par ailleurs... sur quel sujet ? Sur l'analyse qui a été faite de la situation. Sur le sujet précisément, c'était aussi sur l'interférence prêtée à la Russie dans la campagne électorale américaine en 2016. Et donc ça, si vous voulez, pour les diplomates américains, ça a été une rupture majeure. C'est-à-dire de se voir, au fond, remis en cause par leur président. Donc c'est parfaitement compris par Vladimir Poutine, qui évidemment comprend aussi très bien ce que Trump veut dire politiquement, à la fois aux États-Unis, et à quel point aussi Donald Trump a fait des émules à travers le monde et en particulier en Europe. C'est-à-dire que cette figure populiste, ce côté très clivant, c'est quelque chose qui est, je dirais, nourri par la propagande russe et qui cherche en Europe notamment à s'appuyer sur des profils un peu similaires. Est-ce qu'on n'en est pas un peu revenu en Europe depuis le déclenchement de la guerre, justement ? Ceux qui étaient pro-Poutine politiquement ne sont pas très très bien vus, quoi. Enfin, même en Italie, Giorgia Meloni était très en soutien des Ukrainiens, alors que Matteo Salvini était plus pro-Poutine. Oui, alors il y a effectivement une unité transatlantique et une unité des opinions européennes qui reste forte en faveur de l'Ukraine, mais avec une question qui est là aussi jusqu'à quand ? Bon, et c'est certain que dans la planification russe, il y a une volonté d'essayer de créer ces clivages, de faire des manipulations de l'information en ce sens et d'encourager les forces politiques qui, envers et contre tout, continuent à avoir une lecture favorable à la Russie du conflit. Et donc de ce point de vue-là, la perspective éventuelle de voir revenir à la Maison-Blanche Donald Trump serait une aubaine pour Vladimir Poutine. Ça ferait souffler à nouveau le vent des populismes. Oui, et puis surtout, ça créerait une très forte confusion dans le système américain, parce que le système militaire américain s'est réorganisé pour apporter le soutien indirect que je mentionnais précédemment. Et puis, ça créerait évidemment des tensions transatlantiques immédiates. Rappelez-vous de Donald Trump en 2016, que ça avait notamment généré dans la relation avec l'Allemagne. Donc c'est probablement le calcul qui est fait c'est certainement le calcul qui est fait par les États-Unis et très probablement par la Russie, et c'est très probablement un sujet d'inquiétude pour l'Ukraine. Et si Donald Trump gagne, on peut imaginer que son fameux plan, ce sera de figer les choses telles qu'elles sont, en disant voilà, on crée une zone démilitarisée entre les deux, le Donbass reste, les conquêtes russes restent russes, la Crimée reste russe, et on s'arrête là. Oui, enfin, vous savez, je crois qu'il avait aussi dit qu'il réglerait la crise entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en 24 heures. Bon, la Corée du Nord continue à tester ses armements nucléaires. Alors, le troisième jalon dont vous nous avez parlé, c'est le jalon de l'ONU, avec l'Assemblée générale en septembre. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension de ce conflit qui nous échappe un peu en Occident. On a l'impression qu'il y a une unité pour soutenir l'Ukraine face à l'agression russe, et on a l'impression que ça va un peu d'évidence et que l'ensemble du monde libre est d'accord avec ça.
Et c'est pas tout à fait le cas. Et on va notamment voir une image peut-être qu'il est lu. C'était cette semaine. C'est à Dubaï, la Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. Et le jour de la Russie, eh bien, la Burj Khalifa s'est parée comme ça des couleurs du drapeau russe. On sait qu'il y a de nombreux oligarques russes qui sont réfugiés là-bas. L'argent russe se déverse très largement à Dubaï. Et donc, bah voilà, ça gêne pas du tout Dubaï de se parer des couleurs russes. Est-ce que cette image, au fond, elle résume pas ça, le fait qu'il y a de nombreux pays qui, en réalité, sont peut-être pas des soutiens russes, mais qui en tout cas ne la condamnent pas du tout? Bon, là, c'est un très bel exemple de guerre de l'information, si vous voulez, ou de guerre des perceptions. C'est-à-dire que c'est le miroir de tous les bâtiments qui ont été éclairés par les couleurs ukrainiennes. Voilà, faut lire ça comme ça. Donc c'est une très belle réussite de la diplomatie russe en termes d'impact médiatique. Maintenant, votre question est assez fondamentale en réalité. Parce que la majorité des pays membres des Nations Unies ont condamné l'agression caractérisée de la Russie, le viol de la charte des Nations Unies. Il n'y a pas de doute là-dessus, dans une très grande majorité. En revanche, vous avez une proportion importante de pays, importante notamment par leur positionnement géopolitique, qui ont condamné sans sanctionner et qui considèrent que le recours aux sanctions participe au fond d'une forme d'abus exercé par l'Occident au sens large, c'est-à-dire principalement évidemment les États-Unis d'Europe, mais aussi des pays comme le Japon, qui recourent aux sanctions pour imposer leur vision du monde. Et c'est ça qui est contesté par ces pays, qui considèrent que oui, la Russie a violé le droit international, doit être condamnée, mais que cela ne doit pas se traduire par un recours systématique aux sanctions, vu au fond comme l'expression la plus aboutie de la puissance occidentale. C'est ça qui est en train de se jouer avec la guerre d'Ukraine. C'est ça qui est parfaitement compris par la Russie, qui, cet exemple de succès diplomatique l'illustre, est capable aussi cherche à apparaître comme un pays, entre guillemets, du Sud. Voilà. Ce qui est une sorte de prouesse historique quand on connaît l'histoire de la Russie, qui est une puissance coloniale, qui a colonisé, qui considère que l'Ukraine doit être colonisée, mais qui pour autant tient un discours qui rencontre un certain écho dans les pays du Sud. Et c'est très important parce que ce qui se joue là, c'est au fond une certaine conception du droit international et du recours éventuel à des sanctions. Pour l'ensemble de ces pays, l'Occident, au fond, est renvoyé à cette image du donneur de leçons qui, en réalité, veut garder son leadership mondial. Alors il y a ça, il y a un reproche assez fondamental sur l'hypocrisie occidentale qui consisterait au fond à se préoccuper beaucoup de la guerre d'Ukraine parce qu'elle est en Europe et beaucoup moins d'autres conflits dans le monde. Ça c'est une critique qu'il faut savoir entendre, qui revient très, très fréquemment. Il y a cet usage des sanctions que je mentionnais, puis il y a une question beaucoup plus large, et qu'au fond, ça concerne d'ailleurs plus les Européens que les Américains. Ces pays considèrent que les Européens, compte tenu de leur poids aujourd'hui, c'est à peu près 7% de la population mondiale, sont surreprésentés dans les instances onusiennes au détriment de régions du monde beaucoup plus dynamiques sur le plan démographique. Et donc cette guerre d'Ukraine aussi sert d'accélérateur pour cette recomposition avec ce qu'on appelle le Sud global, moi que j'appelle le Sud transactionnel, qui veut utiliser cette guerre d'Ukraine pour au fond rappeler les Européens à plus de mesures au regard de leur poids à l'échelle globale. À quelle place peut et devrait se situer la France dans ce rééquilibrage géopolitique global dont vous nous parlez ? Alors la France a une position particulière en Europe parce que c'est, après le Brexit, le seul pays membre de l'Union européenne qui est membre permanent du Conseil de sécurité et qui, à ce titre, si vous voulez, a essayé au cours de la dernière décennie de faire en sorte que le Conseil de sécurité servent à la gestion de crises aiguës. Or, ce Conseil de sécurité a été bloqué par la Russie depuis la guerre de Syrie. Et donc, il y a un positionnement très particulier de la France compte tenu de sa participation au Conseil de sécurité. Et puis, c'est la seule puissance dotée au sein de l'arme nucléaire, au sein de l'Union européenne. Et donc ça lui donne une responsabilité particulière qu'elle est d'ailleurs prête à assumer au sein de l'Union européenne, dans son rapport à l'Ukraine, dans son rapport jadis et futur à la Russie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas du tout minorer le rôle de la France, même s'il y a des adaptations qui sont probablement nécessaires, parce qu'un certain nombre d'initiatives françaises, notamment prises vis-à-vis de la Russie,
avant février 2022 ont pu être mal interprétées par les alliés de la France au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Quand elle a dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie, par exemple. Voilà, alors c'est une phrase qui a été assez mal comprise, qui a été d'ailleurs corrigée récemment par le président de la République à Bratislava récemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu une lecture de la position française qui, si vous voulez, a été interprétée comme un peu la continuation de la position de 2003. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne ont eu raison avec la Russie en 2003 contre l'intervention anglo-américaine en Irak. En revanche, la France et l'Allemagne ont été moins alertées peut-être que d'autres capitales européennes sur la réalité de la menace russe en 2022. La France qui est souvent elle-même renvoyée à son passé colonialiste par certains pays, au premier rang desquels est bien sûr l'Algérie. Et je voulais vous poser une question là-dessus parce qu'il se trouve que le président algérien a pris une décision aujourd'hui de remettre dans l'hymne algérien un couplet qui est un couplet anti-France, un couplet qui était gommé pour la plupart des cérémonies. On va faire simple parce que tout ça est extrêmement procédurier dans le protocole algérien, mais en gros ce couplet n'était pratiquement jamais joué et il va être à nouveau beaucoup plus souvent joué. Et que dit-il? Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Les mots sont tout de même assez durs et ça se poursuit. Prépare-toi, voici notre réponse, le verdict. Notre révolution le rendra car nous avons décidé que l'Algérie vivra. C'est de pire en pire entre la France et l'Algérie, semble-t-il. C'est une relation d'une complexité inouïe parce que vous avez plusieurs mémoires, types de mémoires qui s'entremêlent que j'ai pas le temps de développer. Non, mais je pense que c'est toujours important de rappeler ça. C'est-à-dire que c'est d'une sensibilité extrême, donc il faut être très prudent dans les mots qu'on utilise quand on parle de la relation franco-algérienne. Vous avez quand même eu un certain nombre d'améliorations ces derniers temps. Le président Macron s'était rendu en Algérie avec une dizaine de ministres, avec la volonté de renouer le dialogue, ce qui s'est d'ailleurs traduit par une dégradation des relations avec le Maroc. Je pense que ce qui est important à noter dans la configuration générale, c'est que l'Algérie est très soutenue militairement par la Russie, d'une part, que d'autre part l'Algérie a un rôle important en termes d'approvisionnement gazier et qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que le gaz qu'on ne prend plus de Russie, on ne le prend pas non plus aujourd'hui davantage en provenance de l'Algérie, on le prend principalement des États-Unis, de Norvège et du Royaume-Uni. Mais ça montre bien, si vous voulez, les effets, je dirais, de diagonale qui peuvent exister parce que vous avez une relation très très forte entre la Russie et l'Algérie historiquement. Tous ces sujets sont évidemment liés, vous avez raison de le rappeler. Thomas Gomart, auteur, je le rappelle, des Ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci. Dans quelques instants, la France